L'alarme s'est déclenchée comme une sirène, stridente et impitoyable, juste au moment où j'allais terminer la partie la plus critique de mon expérience. Zut! J'avais passé des semaines à préparer ces échantillons de cendres volcaniques. Et maintenant? Tout le monde dehors. Ce n'est pas un exercice. La voix du gardien de sécurité a retenti dans l'interphone. Je fixais ma table de laboratoire, consterné. 3 mois de recherche et le timing ne pouvait pas être pire. Frénétiquement, j'ai commencé à attraper mes carnets et mes disques durs, essayant de sauver ce que je pouvais. « Madame, vous devez évacuer maintenant ?» Le gardien est apparu à ma porte, le visage mortellement sérieux. « Donnez-moi juste 30 secondes, ai-je supplié en fourrant le matériel dans mon sac. De la fumée s'élevait déjà sous la porte. Lorsque je me suis finalement dirigé vers la sortie, les bras chargés d'échantillons et de données irremplaçables, le couloir était brumeux et l'odeur âcre me brûlait les narines. Le panneau d'évacuation clignotait de façon inquiétante au-dessus de moi tandis que je trébuchais en avant. Le poids de mon équipement me déséquilibrait. C'est alors qu'une de mes caisses d'échantillons glissa, éparpillant des fioles étiquetées sur le sol. Non, non, non. Je tombais à genoux, les ramassant désespérément tandis que la fumée s'épaississait. « Voilà, laissez-moi vous aider. » Une voix me coupa la panique. Des mains puissantes apparurent à côté des miennes, ramassant efficacement les fioles éparpillées. Je levai les yeux et vis une femme aux cheveux noirs éclatants et aux yeux bleus les plus intenses que j'aie jamais vus. Elle avançait avec détermination, ramassant mes échantillons avec un soin surprenant. Pour un inconnu. « Merci », parvins-je à dire entre deux toux. « Je suis Elisabeth. Ces échantillons sont l'œuvre de ta vie, je suppose. » Elle me tendit les fioles récupérées, « Morgane. Maintenant, sortons avant de devenir des échantillons nous-mêmes. » Elle prit la moitié de mon chargement sans demander mon avis et me guida à travers le couloir de plus en plus enfumé. Contrairement à tous ceux qui s'étaient dispersés dans la panique, elle semblait savoir exactement où aller. Arrivée à un carrefour où la sortie principale était bloquée, elle n'hésita pas, « Par ici », dit-elle en désignant un couloir de service. Je n'avais même pas remarqué. Sortie alternative. Dehors, l'air automnal me gonflait les poumons comme une bénédiction. Le personnel des installations de recherche s'était regroupé sur le parking, regardant les camions de pompiers arriver, sirènes hurlantes. Je me penchai, les mains sur les genoux, respirant l'air frais. « Cendres volcaniques », dit Morgane en examinant l'un de mes contenants étiquetés. « Vous êtes le volcanologue dont on parlait au centre d'accueil. » Je me redressai, soudain conscient de mon air débraillé. « Docteur Elisabeth Gonzalez, et vous êtes Morgane Anderson Indigène Guide Service. » J'étais là pour le renouvellement de ma certification quand tout s'est déchaîné. Elle me rendit mon contenant avec un léger sourire. Ces formations locales ne sont pas vraiment connues pour leur activité volcanique. Chaque roche raconte une histoire si on s'est écouté. Je me surpris à lui rendre son sourire, même les plus discrets. Quelque chose dans son regard fixe me fit un nœud dans l'estomac, sans rapport avec notre échappée belle. Le chef des pompiers annonça la fin de l'alerte juste un incendie de cuisine dans la cafétéria. Mais je l'entendis à peine. La présence de Morgane capta mon attention d'une manière que je ne pouvais expliquer. « Eh bien, docteur Gonzalez, dit-elle en repoussant les cendres de sa manche, on dirait que vous avez un bon instinct pour les zones dangereuses, Elisabeth. » Je la corrigeai. Et si c'était vrai, je n'aurais pas eu besoin d'aide. Parfois, même les experts ont besoin d'un guide. Morgane me tendit sa carte, si jamais vous voulez explorer le terrain réel plutôt que de simples échantillons. En s'éloignant, je réalisai que mon cœur battait plus vite que pendant l'évacuation. Je glissai sa carte dans ma poche, certain que nos chemins se croiseraient à nouveau. L'incendie avait peut-être interrompu mon expérience, mais quelque chose de complètement différent venait de se déclencher. 3 semaines après l'alarme incendie, j'étais assis à mon bureau, fixant la lettre d'approbation avec incrédulité. Le service géologique mobile avait donné son feu vert à mon projet d'étude des systèmes volcaniques endormis aux abords de la ville. Financement, permis d'équipement, tout ce pourquoi je me battais depuis 1 an était enfin arrivé. « On dirait que tu as vu un fantôme », remarqua Anna, appuyée contre l'encadrement de la porte de mon bureau.
Le docteur Howard était ma partenaire de recherche depuis 5 ans. Ses cheveux gris éméchés et son scepticisme permanent, une constante dans ma vie universitaire, ont permis à Better de faire approuver l'étude volcanique. J'ai brandi la lettre. Ils fournissent même un guide local doté de connaissances autochtones. Anna a ricané. Ces systèmes endormis n'ont pas roté depuis 10 000 ans. Que espérez-vous trouver exactement? Des schémas, des signatures, des choses que les instruments modernes auraient pu manquer? Je n'ai pas évoqué ma théorie sur une activité potentielle. Anna était brillante, mais avait tendance à rejeter tout ce qui ne pouvait être quantifié en laboratoire. Mon border collie, Ash, sommeillait sous mon bureau, tressaillant parfois dans son sommeil. Je l'avais secouru 3 ans auparavant et le centre de recherche avait fait une exception à sa politique interdisant les animaux de compagnie après qu'il se soit montré étonnamment bien élevé en laboratoire. 2 jours plus tard, j'arrivais au bureau de l'expédition avec des valises d'équipement et une nervosité que je ne parvenais pas à cerner. Ash trottait à côté de moi, inhabituellement alerte pour une journée de travail typique. Le coordinateur du projet m'indiqua une salle de conférence. « Vos guides sont déjà là. » « J'ai réglé tous les papiers, dit-il. J'ouvris la porte et me figeai. Assise à la table, examinant des cartes topographiques, Morgan Anderson. Elle leva immédiatement les yeux, reconnaissante, ses yeux bleus illuminants. « Docteur Gonzalez, dit-elle en se levant. On dirait que le destin n'a pas besoin d'alarme incendie cette fois. » Elisabeth, lui rappelai-je en lui tendant la main, qu'elle prit, la tenant peut-être une seconde de plus que nécessaire. Je ne savais pas que vous étiez affecté à ce projet. Je suis spécialisée dans ces formations volcaniques. Les gens de ma grand-mère ont des histoires à leur sujet qui remontent à des générations, dit-elle en désignant les cartes. J'ai déjà marqué certains endroits que votre équipement pourrait manquer. J'essayais de garder mon calme professionnel tandis que mon cœur faisait des pirouettes. Morgan portait des chaussures de randonnée et une chemise de campagne ajustée qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une tresse pratique, révélant des pommettes saillantes qui témoignaient de son héritage autochtone. « Voici Ash », dis-je en partie pour me distraire. Alors que mon chien s'approchait prudemment de Morgan, Morgan s'agenouilla et tendit la main à Ash, qui la renifla soigneusement avant de la lécher timidement. « Bon juge de caractère », commenta-t-elle avec un sourire qui me fit inexplicablement chaud au cœur. Nous passâmes l'heure suivante à examiner le plan d'expédition. J'expliquai mes objectifs de recherche, tout en essayant de ne pas remarquer que les yeux bleus de Morgan suivaient mes mouvements avec un intérêt non dissimulé, ni que ses questions occasionnelles témoignaient d'une perspicacité remarquable pour quelqu'un sans formation géologique formelle. « Alors, on part demain ?» demanda-t-elle en rassemblant les cartes. « À l'aube, je veux installer du matériel de surveillance sur ces 3 sites. » J'ai pointé du doigt les emplacements marqués sur la carte, mon doigt effleurant accidentellement le sien. Ma détermination professionnelle a vacillé tandis qu'une étincelle semblait jaillir entre nous. L'expression de Morgan a subtilement changé, et je savais qu'elle le ressentait aussi. Avant que je puisse comprendre, Ash s'est brusquement redressé et a grogné à la fenêtre. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Un garçon ?» Je me suis agenouillée à côté de lui, inquiète. Ash ne se comportait jamais ainsi. Morgan m'a rejointe, observant Ash continuer, grognant pour apparemment rien. « Les animaux sentent des choses que nous ne pouvons pas », a-t-elle dit doucement. Ma grand-mère disait toujours de faire attention quand ils se comportent bizarrement près des anciennes terres volcaniques. Ils sont probablement juste un écureuil, ai-je proposé. Cependant, le comportement d'Ash semblait vraiment troublant. Le regard de Morgan a croisé le mien. Sérieux maintenant, peut-être. Ou peut-être y a-t-il quelque chose dans ces systèmes endormis qui mérite d'être écouté, après tout. Alors que nous quittions le bâtiment ensemble, Ash restant inhabituellement près de moi, je ne pouvais m'empêcher de penser que cette expédition allait être bien plus qu'une simple recherche professionnelle. La présence de Morgan avait déjà perturbé mon monde soigneusement organisé, et les montagnes que nous allions explorer pourraient bien en contenir d'autres. L'alpiniste frappait différemment à l'aube, plus vif, plus franc. J'ai ajusté mon sac tandis que Morgan nous guidait sur un sentier étroit que j'aurais complètement manqué tout seul. Ash bondit devant, apparemment remis de son étrange comportement de la veille. « Votre chien a l'air de savoir où il va »,
commenta Morgane, contournant un rocher avec une aisance gracieuse. Il n'est généralement pas aussi enthousiaste pour le travail de terrain. Je haletai légèrement, mon style de vie universitaire se manifestant alors que je peinais à suivre son rythme. D'habitude, je l'éloigne des écureuils. Morgane avançait avec une assurance née de son intimité avec le terrain. Chaque pas, délibéré mais sans effort. Je me surpris à l'observer plus que le terrain, la façon dont la lumière du soleil se reflétait. L'éclat bleu noir de ses cheveux, la façon dont ses épaules se soulevaient sous le poids de son sac. Là-haut, m'a-t-elle crié, désignant une crête offrant une vue imprenable sur la vallée. Cet endroit est le meilleur point de vue pour installer votre équipement. Je me suis agenouillée pour déballer mes moniteurs sismiques. Comment saviez-vous que ce serait idéal ? Les images satellites ne montraient pas cette clairière. Mon peuple a cartographié ces montagnes pendant des générations sans satellite. Sa voix était dépourvue de toute attitude défensive, juste des faits. Les histoires racontent quels sentiers sont stables, lesquels peuvent changer. Alors que je calibrais mes instruments, Morgane a souligné des caractéristiques du paysage invisible à l'observation directe, de subtiles différences dans la végétation indiquant des changements thermiques souterrains, des formations rocheuses qui s'étaient imperceptiblement déplacées au fil des décennies. Vous voyez cette décoloration, a-t-elle fait un geste vers ce qui ressemblait à une falaise ordinaire. Ma grand-mère disait que c'est là que la montagne respire. Point d'émission de gaz possible. J'ai traduit en termes scientifiques, bien que son expression est une poésie qui manquait à ma terminologie. Cela ne figure dans aucun des rapports d'enquête. Morgane sourit. Il y a des choses qu'il faut apprendre à voir. À midi, nous avions établi 3 stations de surveillance et j'avais rempli la moitié d'un carnet d'observation qui remettait en question les études géologiques existantes. Les connaissances de Morgane complétaient mon approche scientifique d'une manière que je n'avais pas anticipée. Lorsqu'elle expliquait les phénomènes locaux en utilisant des concepts autochtones, je me suis retrouvée à les traduire en hypothèses scientifiques qui avaient un sens surprenant. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, ai-je admis, tandis que nous partagions un mélange montagnard sur un rocher vermoulu et un guide qui connaît sa géologie. Elle haussa un sourcil, quelqu'un qui relie les mondes si facilement. Les mots tombèrent avant que je puisse les filtrer. Son regard croisa le mien. Sérieux, l'espace d'un instant. Les ponts peuvent être des endroits solitaires où se tenir. L'atmosphère entre nous changea d'un ton tacite mais palpable. H choisit ce moment pour aboyer avec urgence, attirant notre attention sur des nuages qui s'assombrissaient et arrivaient de l'ouest. Ce n'était pas prévu. Je fronçai les sourcils en consultant mon application météo, qui affichait un ciel dégagé. La météo en montagne a ses propres règles. Morgane était déjà en train de plier bagages. Il y a un refuge à environ 20 minutes d'ici. Il fallait bouger. La pluie tombait avec une rapidité stupéfiante, se transformant de fines gouttes en trombes en quelques minutes. Nous avons avancé sur un sentier de plus en plus glissant, la cendre restant près de mes talons tandis que le tonnerre grondait au-dessus de nos têtes. Le temps que Morgane nous conduise à l'entrée d'une petite grotte, nous étions tous les deux trempés. Je ne savais pas que les orages d'automne frappaient aussi fort ici, ai-je frissonné, l'eau dégoulinant de mes cheveux au burn. Le climat change, comme tout le reste. Morgane retira son sac d'un geste des épaules et sortit une petite trousse de secours contenant une couverture thermique. Ici, la grotte était juste assez grande pour que nous soyons tous les deux confortablement assis. H se secoua vigoureusement, puis s'installa à l'entrée, regardant la pluie avec un mécontentement canin. Ma grand-mère disait, « Cette tempête est un cadeau. » La voix de Morgane était douce tandis qu'elle enroulait la couverture autour de nos épaules. La proximité me procurait une chaleur involontaire qui n'avait rien à voir avec le matériau thermique, la montagne qui choisit de vous montrer ses humeurs. Votre grand-mère a l'air sage. Je me suis surpris à me pencher légèrement. Dans sa chaleur. Avez-vous beaucoup d'histoires d'elle ? Tandis que la pluie tambourinait devant notre abri, Morgane racontait des histoires sur les montagnes, comment elles avaient été autrefois du feu avant de devenir pierre, comment elle se souvenait encore de leur cœur en fusion. Sa voix envoûta notre petit sanctuaire et je me retrouvai fasciné, non seulement par les histoires, mais aussi par la conteuse. Lorsqu'elle tendit la main pour ajuster la couverture, ses doigts effleurèrent ma clavicule.
Le contact fut bref, électrique. Nous nous figâmes tous les deux, pris dans un instant qui semblait soudain inévitable. Son regard croisa le mien, interrogateur. Mon souffle se coupa lorsqu'elle se pencha légèrement plus près, sa main toujours posée près de mon cou. Le charme se rompit lorsqu'Ash aboya brusquement, annonçant le retrait de la tempête. Je reculai, le pouls battant la chamade comme si j'avais couru au lieu de rester immobile. On dirait qu'on pourra bientôt rentrer, dis-je d'une voix tendue, même à mes propres oreilles. Morgan hocha la tête, l'air soigneusement neutre, se leva et me tendit la main. Les montagnes nous ont donné assez d'excitation pour une journée. Tandis que je la prenais. D'un autre côté, je savais avec une certitude troublante que les véritables secousses n'avaient rien à voir avec le volcan endormi sous nos pieds. De retour à la station de recherche 3 jours plus tard, je fronçai les sourcils en regardant les relevés sismiques sur mon ordinateur portable. Les chiffres n'avaient aucun sens. D'après nos instruments, il y avait un schéma subtil mais constant de micro-secousses sous le site de surveillance le plus au nord. Une activité qui ne devrait pas exister dans un système endormi depuis des millénaires. C'est impossible, murmurai-je. Après vérification avec les données historiques, j'avais déjà effectué l'étalonnage 2 fois. Ash arpentait anxieusement mes pieds, gémissant et aboyant par intermittence contre le mur. Il était de plus en plus agité depuis notre retour du terrain, refusant de s'installer à son endroit habituel pour faire la sieste sous mon bureau. « Qu'est-ce qui t'arrive » Je m'agenouillai à côté de lui pour vérifier s'il y avait des blessures ou des tics, tout ce qui pourrait expliquer son comportement. Rien. Lorsque Morgan arriva avec des cartes topographiques pour notre prochaine excursion, Ash se précipita vers elle, tournant autour d'elle avec anxiété et lui donnant un petit coup de main. « Salut », dit-elle en se grattant derrière les oreilles. « Quelqu'un s'est énervé aujourd'hui. »« Il est comme ça depuis hier, avouai-je. » « Et ses relevés sont tout aussi inquiétants », désignai-je mon ordinateur portable. « Je détecte une activité qui ne devrait pas être là. » Morgan étudia l'écran, l'air pensif. « De quel site ça vient ?»« Nidj. Celle que tu appelais la montre de grand-mère. » Quelque chose passa sur son visage. C'est là que, selon les vieilles histoires, la montagne parle en premier quand elle est prête à se réveiller. Un frisson me parcourut, qui n'avait rien à voir avec la climatisation. « Tu crois qu'il se passe vraiment quelque chose là-bas ?» Et, soupir, « Tu crois que ton chien, oui. » Morgan fit un signe de tête en direction d'Ash, qui avait repris ses pas agités. « Animaux. » Non. La porte s'ouvrit brusquement et Anna entra, portant une pile de rapports. « Elisabeth, as-tu réaligné ces capteurs ? Les relevés indiquent des anomalies. Ils sont correctement calibrés. » Répondis-je en désignant les données de vérification. Je pense que nous détectons peut-être une véritable activité sismique. Anna regarda mon écran par-dessus ses lunettes, puis rit. Dans un système inactif depuis 10 000 ans, il y a plus probablement une interférence due aux opérations d'exploitation forestière à 8 km au nord. Elle jeta un coup d'œil à Ash, qui grognait maintenant pour rien. « Et qu'est-ce qui ne va pas avec votre chien ? Il se comporte bizarrement près des données du site nord. » Morgan proposa à Anna de se calmer sensiblement. Elle n'avait pas fait grand-chose pour cacher son scepticisme quant à l'inclusion de ce qu'elle appelait le folklore local dans notre expédition scientifique. Les chiens réagissent au stress de leur maître. Anna dit d'un ton dédaigneux, « Tu vois des schémas là où il n'y en a pas, Elisabeth. Ne laisse pas d'autres perspectives obscurcir ton jugement scientifique. » La condescendance de son ton me fit grincer des dents. Les instruments ne mentent pas, Anna. Il se passe quelque chose, une activité minière, des travaux de construction ou un équipement défectueux. Anna rétorqua en laissant tomber les rapports sur mon bureau. Je dois les examiner d'ici demain. Le comité de subvention veut des mises à jour sur l'avancement des travaux, pas des histoires de fantômes. Après son départ, un silence gêné s'installa entre Morgan et moi. Elle ne veut pas être dédaigneuse, dis-je finalement, même si une partie de moi n'en était pas certaine. J'y suis habituée. La voix de Morgan était égale, mais je pouvais voir le léger pincement autour de ses yeux. La science a rejeté les connaissances autochtones depuis le contact. Plus tard dans la soirée,
après le départ de tous, je me retrouvais seul au laboratoire avec Morgan, penché sur des ensembles de données volumineux. H était enfin épuisé et dormait, même s'il tremblait encore par moments. « Tu crois vraiment qu'il se passe quelque chose là-dessous » demandai-je en frottant mes yeux fatigués. Morgan resta silencieux un instant. Ma grand-mère disait que la Terre parle et murmure avant de crier que ce soit scientifiquement vrai ou non. Elle haussa les épaules. La douce lueur des écrans d'ordinateur projetait des ombres sur son visage, soulignant sa forte personnalité. La frontière professionnelle que je maintenais me semblait de plus en plus fragile. J'étais fiancée une fois. Je me suis surprise à dire à une autre chercheuse qu'elle ne comprenait pas pourquoi je gâchais ma carrière à étudier les volcans éteints alors que les volcans actifs bénéficiaient de tous les financements et de toute la reconnaissance. Morgan leva les yeux, surprise par cette révélation personnelle. Ce qui s'était passé disait qu'il avait accepté un poste à Hawaï. Qu'il me rejoigne ou que je reste avec mes fossiles géologiques. Je restai. J'ai souri d'un air enjoué. Pas mon plus beau moment relationnel. On dirait qu'elle n'a pas compris ce qui vous anime. Morgan, dit sa voix douce. Quel est le mystère ? Les histoires silencieuses ? Ses yeux soutinrent les miens. Parfois, les forces les plus puissantes attendent en silence des générations. La tension entre nous s'intensifia et je me demandais ce que cela ferait de franchir la ligne invisible que nous avions tracée. Avant que je puisse réfléchir davantage, H se réveilla en sursaut, aboyant frénétiquement contre le mur où étaient projetées nos données de vision nord. Du calme, mon garçon, le rassurai-je en vérifiant les écrans. Tout semblait aller bien. Morgan s'agenouilla près d'H, l'observant attentivement. Il essaie de nous dire quelque chose. Si seulement il pouvait parler, soupirai-je inconsciemment en m'approchant d'elle. Peut-être qu'il parle, dit doucement Morgan. Nous n'écoutons tout simplement pas dans la bonne langue. Tandis que je regardais tour à tour mon chien agité et les données inquiétantes, je ne pouvais m'empêcher de penser que Morgan et H étaient tous deux réglés sur des fréquences que mes instruments scientifiques et peut-être mon esprit rationnel ne pouvaient pas encore détecter. Une autre semaine de travail sur le terrain m'avait laissé plus confus que jamais. Notre équipement de surveillance fonctionnait sans cesse mal sur le site nord, batterie se déchargeant inexplicablement, données corrompues, capteurs mal alignés malgré une configuration minutieuse. C'était comme si la montagne elle-même rejetait notre intrusion scientifique. C'est la 3e fois cette semaine, grommela-je en retirant un autre capteur endommagé. Ils sont conçus pour résister à des conditions extrêmes. Ça n'a aucun sens. Morgan se tenait à quelques mètres de là, observant H faire le tour de notre zone de recherche, reniflant anxieusement et refusant de franchir une ligne invisible à environ 10 mètres de notre équipement. Il ne s'approchera pas, observa-t-elle. Cela faisait des jours que je ne jetais pas un coup d'œil à mon chien, d'habitude aventurier. J'avais remarqué qu'il avait peur de quelque chose, ou qu'il nous mettait en garde. J'avais commencé à prendre les observations de Morgan plus au sérieux, les notant parallèlement à mes données scientifiques. L'étrange convergence entre le comportement d'H, les pannes de notre équipement et les récits autochtones que Morgan partageait étaient devenues trop cohérentes pour être ignorées. Il y a une histoire, dit Morgan prudemment, sachant désormais comment je réagissais à ces connaissances culturelles, à propos de certains endroits où la barrière entre les mondes s'amincit. Ma grand-mère les appelait des points de respiration, là où la terre profonde expire. Avant que je puisse répondre, mon téléphone satellite vibra avec un SMS d'Anna, visite du comité demain. Vous devez retourner au labo pour préparer votre présentation ? Je soupirai, le devoir m'appelle. Bon, il faut terminer cette étude demain. Alors que nous rangeayions nos affaires, Morgan se raidit soudain. Vous entendez ça ? J'écoutais, n'entendant que du vent. Comme un bourdonnement venant d'en bas. J'ai sorti mon détecteur de fréquences portable, mais il n'a rien révélé d'inhabituel. Pourtant, l'expression de Morgan était si concentrée, si certaine, que je me suis surpris à la croire, malgré le manque de données mesurables. Le lendemain matin, au labo, je me suis plongé dans mes rapports et mes présentations, tandis qu'Anna rôdait à proximité, corrigeant mes conclusions pour souligner les interprétations les plus prudentes de nos données. Le comité refuse les spéculations. Elle a insisté pour supprimer mes notes sur les dysfonctionnements des équipements et le comportement d'H. Tenons-nous à ce que nous pouvons prouver.
Morgan avait consacré la journée à guider un autre groupe et sa présence constante et ses observations perspicaces me manquaient. H était allongé près de la porte, m'observant avec ce qui ressemblait presque à de la désapprobation. En fin d'après-midi, les réunions du comité enfin terminées, j'ai décidé de revoir nos photos de terrain. Quelque chose concernant le site Nord me taraudait. En comparant les images de notre première visite avec les plus récentes, j'ai remarqué de subtils changements dans la coloration des roches. Rien de spectaculaire, mais clairement différent. Ça ne devrait pas être possible dans ce laps de temps, ai-je murmuré. Mon téléphone a sonné le nom de Morgan, éclairant l'écran. Elisabeth. Sa voix était tendue par l'urgence. Vous pouvez me retrouver au départ du sentier nord ? Il y a quelque chose que vous devez voir. 40 minutes plus tard, je me suis arrêtée et j'ai trouvé Morgan qui attendait près de son camion, son équipement déjà emballé. Que se passe-t-il ? Ai-je demandé tandis qu'H sautait de mon véhicule, inhabituellement alerte. Vous vous souvenez du bourdonnement. Je l'ai suivi et j'ai trouvé ce qui ressemble à un nouveau pécan. À environ un demi-kilomètre de notre site de surveillance. Nous avons marché dans un silence chargé, Morgan avançant d'un pas déterminé tandis que je peinais à suivre. Arrivée à un étroit ravin que je ne reconnaissais pas, elle s'est arrêtée. Attention où vous mettez les pieds. Ce n'était pas comme ça la semaine dernière. Le sol avait effectivement bougé, créant une étroite fissure d'environ 15 cm de large. Plus alarmant encore était le faible scintillement de chaleur qui s'en élevait, visible même dans la lumière de fin d'après-midi. C'est une éruption volcanique. Murmurai-je en m'agenouillant pour regarder de plus près. Mais c'est impossible sans signes avant-coureurs que nous aurions détectés. À moins que quelque chose ne bloque vos instruments. Morgan s'agenouilla à côté de moi, nos épaules se touchant ou qu'il ne soit pas conçu pour détecter ce qui se passe réellement. J'ai sorti mon téléphone pour documenter la fissure lorsque le sol sous nos pieds a soudainement bougé. L'étroit rebord sur lequel je me tenais en équilibre s'est effondré et je me suis retrouvée à glisser vers la fissure qui s'élargissait. Elisabeth. Morgan s'est jetée en avant, attrapant mon bras avec une force surprenante. L'espace d'un instant terrifiant, je suis restée suspendue au-dessus de la fissure, sentant la chaleur monter d'en bas. Puis Morgan s'est ressaisie et m'a tirée, me tirant sur la terre ferme. Nous nous sommes effondrés ensemble, mon corps pressé contre le sien, toutes deux essoufflées. Ça va ? A-t-elle demandé, son visage à quelques centimètres du mien, ses bras me tenant toujours fermement. Oui, ai-je réussi à dire, avec acuité, consciente de chaque point où nos corps se connectaient. Merci. Aucune de nous n'a bougé. Ses yeux ont scruté les miens et j'ai senti quelque chose s'effondrer en moi, un mur de distance professionnelle ou de peur personnelle. Sans trop réfléchir, je me suis penchée en avant et l'ai embrassé, ma main glissant dans ses cheveux. Morgan a immédiatement réagi, m'attirant plus près. Alors que le baiser s'intensifiait, toute la tension des dernières semaines s'est transformée en une tension électrique entre nous. Quand nous nous sommes enfin séparés, j'ai ressenti un vertige, bien plus que la simple chute imminente. J'en avais envie depuis l'alarme incendie, ai-je admis d'une voix tremblante. Morgan a souri, sa main toujours posée dans le creux de mon dos. Je sais qu'H a aboyé, brisant soudain l'instant. Le sol sous nos pieds a subi un autre léger glissement. On devrait bouger, a dit Morgan en m'aidant à me relever. Cette zone n'est pas stable. Alors que nous regagnions prudemment un terrain plus sûr, sa main est restée fermement dans la mienne. La montagne devenait peut-être plus dangereuse, mais au moins je ne luttais plus contre mes sentiments et les forces mystérieuses sous nos pieds. Les jours suivants se sont écoulés dans une étrange danse d'évitement. Après notre baiser au fuset, je me suis investie dans le travail avec une intensité renouvelée, analysant les nouvelles données et envoyant des demandes urgentes de matériel spécialisé. Mon esprit rationnel insistait sans cesse sur le fait que ce qui s'était passé entre Morgan et moi était une réaction au danger, l'adrénaline et la proximité créant une attirance momentanée. Mon cœur savait que ce n'était pas le cas, et c'est précisément pourquoi je m'entourais de collègues et de matériel. « Tu vis dans ce labo ?» remarqua Anna le 3e jour. « Il s'est passé quelque chose sur le terrain ?» Je m'inquiète simplement de la nouvelle activité de Fischer, répondis-je sans la regarder dans les yeux. Anna m'observa un instant. Et votre guide autochtone ? Elle n'est pas là. Le nom de Morgan est sur la feuille d'enregistrement. Chaque matin,
dis-je sur la défensive, elle a cartographié le terrain autour du nouveau conduit sans vous. Anna haussa un sourcil. Je pensais que vous étiez soudés ces derniers temps. J'ai senti mes joues chauffer. Nous sommes des professionnels travaillant sur différents aspects du même projet. MMM. Anna n'avait pas l'air convaincue, mais elle a heureusement changé de sujet. Le comité veut des mises à jour quotidiennes. Maintenant, ce nouveau développement les effraie, mais les intéresse. Après son départ, j'ai vérifié mon téléphone, aucun message de Morgane, bien qu'elle ait laissé des notes de terrain détaillées chaque jour. Une partie de moi était soulagée par l'espace qui nous séparait. Une autre partie, hachée, de l'absence de sa présence constante et de ses réflexions discrètes. H n'était plus lui-même non plus. Il avait pris l'habitude de dormir près de la porte plutôt que sous mon bureau, comme s'il attendait quelqu'un qui ne viendrait pas. Elle te manque aussi, hein, lui ai-je murmuré tard dans la nuit, alors que nous rentrions enfin. Le lendemain matin, mon équipement a détecté une forte augmentation de émissions de gaz souterraines près de notre site nord. Ce n'était pas seulement inhabituel, c'était potentiellement dangereux. J'ai immédiatement appelé le poste de Morgane, Elisabeth. Sa voix était formelle, professionnelle. J'allais vous appeler. Mes contacts dans la vallée du Nord ont signalé une fuite de vapeur provenant d'un nouvel emplacement. Nous devons vérifier immédiatement, ai-je dit. Les relevés indiquent des niveaux élevés de sulfure d'hydrogène. Je vous retrouve au départ du sentier dans 20 minutes. Le trajet jusqu'à la montagne s'est déroulé dans un silence tendu. Arrivé à la route d'accès, nous avons trouvé un garde forestier qui bloquait le chemin, zone oculaire fermée, nous a-t-il informé. Activité inhabituelle signalée. J'ai montré mes papiers de recherche. C'est pour cela que nous sommes ici. Je suis le docteur Gonzalez, géologue en chef de l'équipe de recherche volcanique mobile. Il a hésité, puis s'est écarté. Soyez prudents là-haut. Quelque chose ne va pas, Morgane et moi avons échangé un regard, mais nous n'avons rien dit. Nous connaissions tous les deux les montagnes mieux que quiconque maintenant. À 3 kilomètres plus loin, H s'est mis à aboyer frénétiquement, refusant d'aller plus loin. Le chien, habituellement courageux, s'est intimidé, les dents découvertes. En voyant le chemin devant nous. Il n'a jamais agi comme ça, dis-je, inquiet. Morgane s'agenouilla près de lui. Il sait quelque chose que nous ignorons. Avant que nous puissions décider de continuer, l'alarme de mon équipement retentit. Les niveaux de gaz avaient grimpé en flèche. Au même instant, nous entendîmes un grondement sourd provenant des profondeurs de la montagne. Nous devons mettre en place des protocoles d'urgence, dis-je en tendant déjà la main vers mon téléphone satellite. Ces relevés indiquent une fuite imminente de gaz dangereux. Morgane hocha la tête d'un air sombre. Je vais alerter les communautés indigènes de la vallée nord. Elles sont les plus proches de la zone dangereuse. Nous avons agi rapidement, contactant les autorités et lançant le plan d'évacuation que nous avions élaboré mais que nous n'avions jamais prévu d'utiliser. En moins d'une heure, les sirènes hurlaient dans toute la région, tandis que les gens commençaient à se diriger vers les zones surdésignées. La voix d'Anna grésillait dans le téléphone satellite. « Elisabeth, que diable se passe-t-il ? Le comité est en panique. Évacuez le centre de recherche. J'ai ordonné, conduisez tout le monde au poste de contrôle sud. Ce n'est pas un exercice. » Tandis que l'évacuation se poursuivait, Morgane et moi coordonnions nos actions depuis notre position sur la montagne, dirigeant les équipes loin des zones dangereuses identifiées par nos recherches. Les heures passaient dans un tourbillon d'appels d'urgence et de décisions prises en une fraction de seconde. Lorsque la réponse immédiate à la crise s'est stabilisée, nous avons pris conscience d'un nouveau problème. La route de retour vers la voie d'évacuation principale avait été coupée par un petit glissement de terrain, probablement provoqué par l'activité souterraine. Nous allons devoir rester ici cette nuit, a déclaré Morgane en consultant les images satellites sur sa tablette. L'itinéraire alternatif ne sera sûr qu'au lever du jour. La cabine de recherche réservée au séjour sur le terrain était notre meilleure option. À la tombée de la nuit, nous y sommes allés dans un brouillard de plus en plus intense. H m'a pressé nerveusement la jambe tout le long du trajet. À l'intérieur de la petite cabine, la tension était palpable entre nous.
Morgan s'occupait de vérifier les provisions pendant que j'établissais la communication avec le centre de commandement des urgences. Toutes les populations vulnérables ont été évacuées, ai-je signalé après avoir raccroché, aucune victime signalée. Ils réévalueront la situation demain matin. Morgan a hoché la tête et a posé 2 tasses de thé sur la petite table. Votre intervention rapide a sauvé des vies. Aujourd'hui, notre réaction rapide, corrigez-je, la regardant enfin droit dans les yeux pour la première fois depuis le baiser. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Le silence entre nous changea, chargé de tous les non-dits sur ce qui s'était passé à la fissure que j'avais commencée. Tu m'évites, dit-elle simplement. Je sais que je suis désolée. J'entourai ma tasse chaude de mes mains, je ne suis pas douée pour ça. Quoi que ce soit, et que crois-tu que ce soit ? Les yeux bleus de Morgan soutinrent les miens. Dehors, la montagne gronda de nouveau, comme pour insister sur la question. H gémit et gratta à la porte, son comportement devenant de plus en plus frénétique. C'est quelqu'un qui me fait remettre en question tout ce que je croyais savoir, avouai-je, les mots jaillissant tandis qu'une autre secousse secouait la cabane, quelqu'un qui voit le monde différemment de moi, mais qui, d'une certaine manière, lui donne plus de sens que je ne pourrais jamais le faire avec tous mes instruments et mes théories. Morgan posa sa tasse et s'approcha, se perchant au bord de ma chaise. « Et ça te fait peur, ça me terrifie, murmurai-je. J'ai bâti ma carrière sur des faits mesurables, sur la preuve, mais toi, tu ressens des choses que je ne peux pas mesurer, et H aussi, et je commence à croire que vous avez tous les deux raison à propos de cette montagne. » Sa main trouva la mienne, chaude et ferme. Science et intuition ne sont pas ennemies, Elisabeth. Ce sont juste des langages différents décrivant le même monde. Dehors, le vent se leva, sifflant à travers la charpente vieillissante de la cabane. Les grattements frénétiques d'H s'étaient transformés en aboiements désespérés. Il est vraiment énervé, observa Morgan en serrant ma main avant de la relâcher pour aller voir comment il allait. Je l'ai suivi, inquiet du comportement de mon chien. Quand Morgan entr'ouvrit légèrement la porte, H tenta de passer, mais ses réflexes rapides l'en empêchèrent. « Et, dit-elle en lui bloquant la sortie. On n'est pas en sécurité dehors. » Le reste de sa phrase fut perdu tandis qu'H aboyait plus fort, tout son corps tremblant d'urgence. « Je ne l'ai jamais vu comme ça, dis-je en m'agenouillant à côté de lui. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, Morgan regarda dans l'obscurité. L'air avait une odeur différente, métallique. Un frisson me parcourut, sans rapport avec l'air frais de la nuit. Émission de gaz. On devrait vérifier les détecteurs. Mon ordinateur portable affichait des pics alarmants de gaz concentrés près de chez nous. Ce n'est pas bon signe. Le chalet est dans une dépression. Des gaz pourraient s'accumuler ici. Nos regards se sont croisés. Une compréhension mutuelle s'est établie entre nous. Il fallait bouger, malgré les dangers de la navigation nocturne en montagne. On pourrait essayer d'atteindre le point de vue sur la crête. Morgan a suggéré de rassembler déjà les provisions essentielles. C'est un terrain plus élevé, loin des potentielles poches de gaz. Alors que nous préparions à la hâte notre matériel de secours, une autre secousse a secoué le chalet, plus forte cette fois. Une poutre du plafond a gémi de façon inquiétante. « Il est temps de partir », a dit Morgan en chargeant son sac sur son épaule. H nous ouvrait la voie. Nous avons pénétré dans l'obscurité, seulement troublés par nos lampes de poche. Le sentier familier semblait étranger la nuit, transformé par les ombres et les vibrations subtiles et constantes sous nos pieds. Morgan avançait avec assurance malgré les conditions, se penchant parfois en arrière pour me guider sur un terrain accidenté. « La crête devrait être juste devant », me répondit-elle après 20 minutes de marche prudente. Ma réponse s'éteignit brusquement lorsque je la sentis soudain se figer. Suivant son regard, je vis ce qui l'avait arrêté, un énorme arbre abattu bloquait notre chemin, fraîchement déraciné par le sol mouvant. « Il n'y a pas d'autre solution », dis-je en projetant ma lumière sur l'obstacle. Les pentes étaient trop raides des deux côtés. H soupira, arpentant nerveusement la barrière. Morgan l'étudia pensivement. « On pourrait essayer de l'escalader », suggéra-t-elle. Le tronc semblait stable. J'acquiesçai, la suivant tandis qu'elle trouvait des prises et se hissait prudemment sur le tronc massif. Une fois arrivée au-dessus du géant abattu, elle se pencha vers moi.
Nos mains se joignirent et elle me hissa à ses côtés avec une force surprenante. Un instant, nous restâmes là, suspendus au-dessus du sol de la forêt, ses bras me soutenant tandis que je retrouvais mon équilibre. L'intimité du moment me frappa soudain, son corps près du mien, son visage faiblement éclairé par le clair de lune filtrant à travers la canopée. « Et H » demandai-je, rompant le charme. « Morgane !» Sifflement doux, et, à ma grande surprise, H trouva une ouverture sous les racines du trir, se faufilant jusqu'à l'autre côté. « Petit malin », sourit-elle. Il connaît son chemin. Nous atteignîmes la crête alors que le ciel à l'est commençait à montrer les premiers signes de l'aube. Épuisés, nous installâmes notre abri d'urgence, une petite tente, à peine assez grande pour deux. H se laissa immédiatement tomber à l'entrée, sa vigilance cédant finalement à l'épuisement. À l'intérieur de la tente, nous étions assis l'un en face de l'autre, tous deux tendus par notre voyage nocturne pour dormir. Malgré notre fatigue, Morgane sortit son téléphone satellite pour vérifier les mises à jour. « Tous les évacués sont là », rapporta-t-elle. « Les équipes de secours vont commencer à nous rechercher. » Au début, un léger soulagement m'envahit, suivi d'une autre forme de tension lorsque je pris conscience de notre proximité dans ce petit espace. Morgane dut le ressentir aussi. Son regard soutint le mien avec une intensité qui me coupa le souffle. « Je crois que nous avons tous les deux fui ça assez longtemps, » dit-elle doucement, se rapprochant jusqu'à ce que ses genoux touchent les miens. « De quoi ?» Ma voix était à peine audible. « De ça. » Elle leva les doigts le long de ma mâchoire avant de s'emmêler dans mes cheveux. Cette fois, lorsque nos lèvres se rencontrèrent, il n'y avait aucune peur, aucune montagne s'effondrant sous nous, juste la douce certitude de quelque chose qui était inévitable depuis ce premier jour. Au milieu des alarmes incendie et de la fumée, mes mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près tandis que des années de retenue scientifique fondaient sous son contact. Ses doigts travaillaient sourdement sur mon col, chaque bouton se défaisant avec un soin délibéré. Je haletai lorsque ses lèvres parcoururent mon cou, chaque point de contact, envoyant en moi des tremblements plus profonds que tout ce que la montagne avait produit. « Je le voulais depuis que je t'ai vu pour la première fois », murmura-t-elle contre ma peau, serrant ses précieux échantillons, refusant de partir sans eux. Mes mains se frayèrent un chemin sous sa chemise, caressant la peau chaude en dessous. Je n'ai jamais cru aux choses que je ne pouvais pas mesurer, soufflai-je tandis qu'elle me déposait doucement sur notre literie de fortune. Jusqu'à ce que je te rencontre. À l'extérieur de notre tente, le monde était peut-être en plein chaos, mais dans ce petit espace, nous avons créé notre propre ordre parfait, des corps trouvant une harmonie naturelle, des découvertes murmurées et de doux gémissements formant un langage plus primitif que la science ou la tradition ne pouvaient saisir. L'aube se leva alors que nous étions allongés enlacés, la respiration synchronisée, sa tête posée sur mon épaule. Le grattement pressant d'H au rabat de la tente nous ramena brusquement à la réalité. Je crois que notre gardien a décidé que la pause était terminée. Morgane sourit contre ma peau. Comme pour confirmer ses paroles, le sol sous nos pieds émit un nouveau grondement inquiétant. Morgane était habillée et sortie de la tente, avant même que j'aie trouvé ma chemise. Les aboiements pressants d'H nous firent avancer tous les deux avec une détermination renouvelée. L'intimité des instants précédents fut remplacée par une concentration professionnelle, même si les regards occasionnels entre nous apportaient une profondeur nouvelle. « La crête ne semble pas stable », observa Morgane tandis qu'une autre secousse ondulait sous nos pieds. « Nous devons nous diriger vers le point d'évacuation. » J'ai vérifié le GPS du téléphone satellite. C'est près de 8 kilomètres à travers un terrain assez périlleux. « Je connais un chemin », dit-elle avec assurance. Il ne figurait sur aucune carte officielle, mais ma grand-mère me l'avait montré il y a des années, il réduira la distance de près de moitié. Je n'ai pas hésité. En avant. Le chemin choisi par Morgane ne m'aurait jamais semblé viable, d'étroits sentiers de chasse reliant des sections apparemment impraticables, des repères de racines traditionnelles visibles uniquement pour ceux qui savaient où chercher. Nous avancions aussi vite que possible, hachant reconnaissance tandis que Morgane me guidait sur un terrain instable. « Donne-moi la main ici », disait-elle. Dans les sections particulièrement difficiles, sa poigne ferme et rassurante. Chaque contact portait désormais le souvenir de l'intimité de Dawn, même si aucun de nous n'avait le temps de s'y attarder. Après 5 kilomètres,
nous avons atteint le sommet d'une colline et repéré le principal camp d'évacuation dans la vallée en contrebas. Des véhicules de secours et des tentes étaient éparpillés dans ce qui aurait normalement été une prairie pittoresque. On y est presque, dis-je avec soulagement. Une violente secousse soudaine nous a presque fait perdre pied. Alors que le sol se stabilisait, un son terrifiant nous parvint, le cri paniqué d'Ash, suivi du silence. Ash, appelai-je en me retournant pour le constater disparu du sentier derrière nous. Là, Morgan désigna une dépression. À quelques mètres du sentier, là où des débris s'étaient accumulés. Parmi les branches tombées et la terre remuée, j'aperçus une touffe de fourrure noire et blanche. Étonnamment immobile, je courus sans réfléchir, Morgan m'appelant à la prudence. Le sol était dangereusement mou sous mes pieds, mais rien n'avait d'importance, sauf atteindre Ash. Arrivé près de lui, je le trouvai partiellement enseveli sous les éboulis et la terre, gémissant doucement. « Tout va bien, mon garçon », le rassurai-je en m'agenouillant à ses côtés. « Je suis là. » Morgan arriva quelques secondes plus tard, évaluant la situation avec un calme remarquable. « Nous devons avancer prudemment. Toute cette zone pourrait s'effondrer davantage. » Ensemble, nous commençâmes à dégager les débris, essayant de libérer Ash sans le blesser davantage. Il gémit quand nous touchâmes sa patte arrière, coincée sous une lourde branche. « Je crois qu'elle est cassée, » dis-je, la voix brisée par l'émotion. Morgan hocha la tête d'un air sombre. « Nous devons la stabiliser avant de le déplacer. » Grâce au matériel de premier secours de nos sacs, nous avons réussi à fabriquer une attelle de fortune. Pendant ce temps, je parlais à Ash, les mains tremblantes. « Tout ira bien, lui ai-je promis, malgré les larmes qui menaçaient de couler. Tiens bon. » Une fois l'attelle fixée, nous avons dû relever le défi de le déplacer. Avec ses 27 kg, Ash était trop lourd pour que nous puissions le porter seul sur un terrain instable. Nous pouvons fabriquer une écharpe. Morgan suggéra déjà d'enlever son haut. Utilise-le pour répartir son poids entre nous. Le sol grondait à nouveau tandis que nous travaillions, plus insistants. Cette fois, de petits cailloux tombaient en cascade de la crête au-dessus de nous. Il faut se dépêcher, dis-je en observant la pente instable. Grâce à l'ingéniosité de Morgan et à ma détermination, nous avons fabriqué un porte-bébé fonctionnel avec nos hauts et une corde d'escalade de nos sacs. Avec précaution, nous avons installé Ash dessus, son regard confiant ne quittant pas mon visage malgré la douleur. « Prêt ?» demanda Morgan en se positionnant à l'avant de notre civière improvisée. J'acquiesçai et pris place à l'arrière. « Prêt ?» Chaque pas exigeait une coordination parfaite, nos corps trouvant un rythme naturel tandis que nous avancions sur ce sentier périlleux. Mes bras brûlaient sous l'effort, mais je refusais de m'arrêter ou de ralentir. Ash resta étonnamment immobile, comme s'il comprenait la précarité de notre situation. Nous avions parcouru environ 600 mètres lorsqu'une énorme fissure fendit l'air. En me retournant, je vis avec horreur toute la section où Ash était coincé s'effondrer, créant un gouffre là où nous nous trouvions 20 minutes plus tôt. Continuez d'avancer, insista Morgan d'une voix tendue et pressante. Tout ce système de crête est en train de s'effondrer. Les kilomètres se confondirent dans un brouillard d'effort et de peur. Lorsque nous aperçûmes enfin les premiers secours qui se dirigeaient vers nous, le soulagement me fit craquer les genoux. « Il nous faut un vétérinaire », criai-je à leur approche. « Mon chien est blessé. » Les heures qui suivirent se passèrent dans un chaos contrôlé. Les équipes médicales nous ont examinés tandis que les sauveteurs animaliers prenaient en charge Ash et l'emmenaient vers une unité vétérinaire mobile. Morgan est resté résolument à mes côtés, sa main cherchant la mienne, lorsque le vétérinaire est finalement arrivé avec des nouvelles. « Rupture nette », a-t-il annoncé. Il aura besoin d'une opération, mais son pronostic est excellent. Vous avez fait du bon travail avec cette attelle de terrain. Dans l'attente de commandement, nous avons trouvé Anna en train de coordonner les secours. Des cartes étaient étalées sur des tables de fortune. Lorsqu'elle nous a vus, son visage habituellement calme exprimait un soulagement sincère. Elisabeth, Dieu merci. Elle s'est précipitée vers nous puis s'est arrêtée net, remarquant nos mains jointes et notre apparence échevelée. Vous allez bien tous les deux. Nous refusons, ai-je confirmé, de lâcher la main de Morgan malgré le regard interrogateur d'Anna et l'évacuation parfaitement réussie. Anna a rapporté,
votre système d'alerte précoce a donné à tout le monde suffisamment de temps. Tandis qu'Anna nous informait de la situation, j'ai senti la présence de Morgan à mes côtés comme une ancre. Quand Anna m'expliqua que la crête nord s'était partiellement effondrée, exactement comme le prédisaient les histoires de la grand-mère de Morgan, je me retournai et embrassai Morgan, profondément, indifférent à l'expression surprise de ma collègue ou à la salle pleine de secouristes. Lorsque nous nous séparâmes enfin, je souris à la surprise de Morgan. C'est pour avoir eu raison à propos de la montagne. Son sourire en réponse était radieux. Et moi qui pensais que la science ne croyait pas au savoir traditionnel. Ce scientifique apprend à croire en beaucoup de choses. Lui répondis-je en soutenant son regard tandis que la montagne grondait son approbation lointaine. 6 mois après le réveil des montagnes, je me tenais à la fenêtre de mon nouveau bureau, regardant les feuilles d'automne tourbillonner dans la cour de l'université. La prestigieuse revue de volcanologie venait de publier mon article sur l'événement. Volcanique mobile, avec une section spéciale reconnaissant les systèmes de savoir autochtones dans la prédiction de l'activité sismique. Sur mon bureau se trouvait une lettre d'offre du National Geological Survey, un poste de directeur 2 fois plus élevé que mon salaire actuel. Votre bureau sonne, appela Morgan depuis la porte, trottinant à ses côtés, sa boiterie à peine perceptible. Je souris, laissant l'appel tomber sur la messagerie. Laissez-les attendre. Ces événements avaient transformé nos 2 vies professionnelles. Morgan était devenu le centre d'un mouvement intégrant les savoirs traditionnels à la recherche scientifique. Mon système d'alerte précoce avait été salué comme révolutionnaire, mais la plus grande transformation avait été personnelle. Vous allez l'accepter, n'est-ce pas ? Demanda Morgan en désignant la lettre d'offre d'un signe de tête tandis qu'elle traversait la pièce pour me rejoindre. Je n'ai pas encore décidé, répondis-je honnêtement. Cela signifierait déménager à Washington. Nous savions tous les deux ce qui restait inexprimé. Qu'est-ce que cela signifierait pour nous, pour cette relation que nous avions construite au milieu de la crise et ensuite entretenue avec soin ? Morgan se tourna vers la fenêtre, son profil se dessinant dans la lumière automnale. J'ai aussi reçu une offre. La Fondation du savoir indigène veut que je dirige son initiative en sciences environnementales. Morgan, c'est incroyable. Je lui ai tendu la main. Où seriez-vous basé ? C'est ce qu'elle a dit en se tournant vers moi. Ils établissent leur siège ici, à Mobile. Quelque chose dans les événements récents en faisait l'étude de cas parfaite pour leur travail. Une compréhension s'est faite jour. Alors, vous resteriez ici pendant que je serais à Washington, à moins qu'elle ne fouille dans sa poche et n'en sorte une petite boîte en bois, à moins que nous ne décidions où être ensemble. Mon souffle s'est arrêté lorsqu'elle l'a ouverte, révélant une bague taillée dans une pierre volcanique incrustée de turquoise. De la crête nord. Expliqua-t-elle doucement. Ma grand-mère m'a aidé à la choisir. La pierre se souvient, dit-elle. Se souvient de ce que j'ai murmuré, le cœur battant, que certaines forces, autrefois réveillées, ne jamais vraiment s'endormir à nouveau. Morgan me prit la main. Je ne te demande pas de choisir entre ta carrière et moi. Je te demande si nous pouvons trouver comment construire quelque chose ensemble, ou que cela nous mène. Ash me donna un petit coup de coude dans la jambe, son approbation était évidente. J'ai ri à travers des larmes soudaines. J'ai passé ma vie à étudier des choses qui restent enfouies pendant des milliers d'années avant de se révéler, dis-je en touchant la bague. Je ne veux pas que nous soyons comme ça. Je ne veux pas attendre. Lorsqu'elle me glissa la bague au doigt, ce fut comme la boucle bouclée d'un cercle commencé ce jour chaotique au milieu des alarmes incendies et des chutes d'échantillons. 2 semaines plus tard, je me présentais devant le directeur du Service géologique national pour lui expliquer ma contre-proposition, une initiative de recherche conjointe entre le NGS et l'Indigenous Knowledge Foundation, basée à Mobile mais avec des opérations satellites à Washington. Un véritable pont entre les mondes. Tout comme Morgan et moi étions devenus ambitieux, commenta le directeur en examinant ma proposition. Mais après le succès prometteur de l'événement Mobile, je suis enclin à soutenir l'innovation. Ce soir-là, Morgan et moi étions assis sur la véranda du petit cottage que nous avions acheté, avec vue sur les montagnes. Ash somnolait entre nous tandis que nous examinions les annonces immobilières pour notre futur centre de recherche. Et celui-ci ? Morgan désigna un ancien poste de garde forestier près de la limite de la zone touchée.
Un endroit parfait pour la surveillance. J'acquiesçai. Et assez près pour rendre visite à ta grand-mère régulièrement. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes qui nous avaient réunis, je me laissai aller dans ses bras. Ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser toujours aussi vibrant. Le comité approuva notre cursus commun, murmurai-je contre sa bouche. Les premiers cours commencent le semestre prochain. Elle sourit. Professeur Gonzalez Anderson, sonne bien, presque aussi bien que Docteur et Madame Gonzalez Anderson, répondis-je, admirant la façon dont la pierre volcanique captait la lumière déclinante. Plus tard dans la nuit, tandis que Morgan dormait à mes côtés, je me surpris à réfléchir aux mesures et aux prédictions. Comment ma vie scientifique s'était construite autour de la quantification du prévisible, jusqu'à ce que Morgan m'apprenne à écouter les murmures sous les données. Son bras se resserra autour de ma taille, comme s'il percevait mes pensées même dans mon sommeil. Devant notre fenêtre, les montagnes se tenaient silencieuses, leurs secrets partagés désormais entre science et récit, tout comme nos vies étaient devenues une fusion inattendue de différentes manières de savoir. Certains auraient pu qualifier ce qui s'était passé entre nous de simples réactions chimiques, la proximité et le danger créant l'illusion d'une connexion. Mais tandis que Morgan s'agitait à côté de moi, murmurant mon nom dans son sommeil, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Certaines forces de la nature ne se réduisent pas à de simples formules. On ne peut les expérimenter, les honorer et les chérir que pour les mystères qu'elles recèlent. Et dans cet espace entre savoir et mystère, nous avions trouvé notre foyer.